Bonjour et merci. Merci. Je voudrais vraiment d'abord dire à Alain, remercier Alain de m'avoir invité. Ça me touche beaucoup pour deux raisons. D'abord parce que Alain fait partie de ces très rares personnalités qui sont à la fois dans la lignée des Maxime Seligman et Claude Griselli, à la fois des très grands chercheurs et des très grands médecins. Et c'est vraiment des gens dont on a extrêmement besoin et qui sont extrêmement rares. La deuxième chose, c'est qu'il m'invite à parler, là, dans le cadre de la chaire de médecine expérimentale, 150 ans après Claude Bernard, quand même. Je suis particulièrement touché. Donc, je ne vais pas vous parler d'auto-immunité ou pas beaucoup, mais on a déjà introduit la notion qu'au fond, il y a peut-être pas mal de choses à voir. L'hypothèse de l'hygiène peut faire le lien, mais aussi bien d'autres choses. Je vais tout simplement poser des questions très bêtes, très simples. Comment marchent les anticorps ? Et simplement insister sur le fait qu'on a un peu l'impression qu'on sait bien comment marchent les anticorps. Je vais vous montrer qu'en fait, on a énormément de choses à comprendre encore et qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Alors, les anticorps, je ne ferai pas l'injure de vous rappeler comment c'est fabriqué. Et simplement, c'est les principales, quantitativement en moins, molécules effectrices de l'immunité adaptative, des réponses immunitaires adaptatives. Pour le meilleur, on a déjà vu comment elles protègent contre les microbes, comment, et j'y reviendrai à la toute fin, comment ils sont responsables de l'efficacité des vaccins, pour les vaccins qui sont efficaces, et aussi comment ils sont de plus en plus utilisés en immunothérapie de toutes sortes de pathologies, de cancers beaucoup, mais peut-être aussi de maladies inflammatoires. Et pour le meilleur, mais aussi pour le pire, puisqu'on a déjà parlé d'allergies, on a déjà parlé bien entendu de maladies auto-immunes et de toutes sortes d'autres mécanismes pro-inflammatoires. Alors, les anticorps, c'est donc le produit de cet extraordinaire réarrangement génétique de segments de gènes variables qui va dicter la spécificité, une fois pour toutes, d'un clone de lymphocyte B, qui va faire que ce clone va reconnaître soit cet allergène, soit cette bactérie, ici, et que ces anticorps qui seront produits vont reconnaître ces antigènes. En réalité, quand on dit ça, on est super content parce qu'on a dit c'est formidable, voilà comment ça marche, voilà comment le système immunitaire reconnaît les allergènes, reconnaît les antigènes et les pathogènes. Mais quand on a dit ça, on n'a encore rien dit parce que quand un anticorps se colle sur un antigène, en réalité, en général, il ne fait rien. Ça n'a pas d'activité biologique. Ce qu'il va falloir considérer, c'est les autres extrémités de l'anticorps. Non pas les régions qui reconnaissent l'antigène ici, mais les régions constantes qui sont donc les segments terminaux, les domaines C-terminaux des régions lourdes d'immunoglobulines qui constituent ce qu'on appelle la portion FC. FC voulant dire le fragment cristallisable et non pas le fragment constant comme on le pense souvent. Donc cette région constante, elle est elle-même le fruit d'un second réarrangement génétique qui va permettre en fait que ça soit associé au complexe réarrangé de gènes de gènes variables des anticorps ici VDJ, s'associe à l'un de tous les gènes constants d'immunoglobulines qui vont permettre de fabriquer toute une panoplie d'anticorps qui vont tous avoir exactement la même spécificité, reconnaître exactement, on va voir les mêmes gènes variables, mais régions variables, reconnaître le même antigène, mais avoir des portions différentes qui sont complètement des portions FC qui sont complètement différentes. Or, ces portions FC, c'est ça qui va être important parce que ça va permettre d'interagir avec des systèmes effecteurs. Et ces systèmes effecteurs, il y en a deux grandes catégories, pour faire simple. Des molécules, ici c'est le composant C1Q du complément, le premier composant du complément, et puis des cellules, et c'est de ça dont je vais vous parler. Et pourquoi des cellules ? Eh bien parce que ces cellules sont équipées à leur surface de récepteurs pour la partie FC des anticorps, et c'est ça qui va être important ici. Alors je voudrais souligner le fait que c'est important parce que même des processus dont on pensait qu'ils étaient réellement liés à l'interaction entre l'anticorps et l'antigène simplement, ils apparaissent de plus en plus comme étant dépendantes de la portion FC des anticorps, et ici quand on coupe la portion FC des anticorps ici, on perd complètement la capacité de neutraliser un virus, des anticorps, et ici, on perd complètement la capacité de protéger contre une toxine bactérienne qui est celle de l'anthrax, celle du charbon. Donc, je voudrais vraiment insister sur cette idée qu'un anticorps, ça ne fait rien, ça ne fait que se coller. Ça se colle de façon spécifique à un antigène par ces bouts-là, ça se colle de façon différente, et c'est dont on va parler ici, à des systèmes qui sont capables de faire des choses et qui vont induire des propriétés biologiques. Alors, je vais donc vous parler de ces fameux récepteurs qui sont sur les cellules et qui vont rendre compte de l'activité biologique des anticorps. Et pour cela, je vais vous raconter 4 petites histoires. Premièrement, vous dire que ces récepteurs, ce sont des immunorécepteurs au même titre que ceux des lymphocytes T et B, mais qui sont différents et comment ils sont différents. La deuxième chose, je vais vous montrer comment ces récepteurs sont capables d'activer des cellules et voir les conséquences que ça peut avoir, en particulier dans des modèles d'allergie.
vous montrez que ces mêmes anticorps, par d'autres récepteurs, sont capables de réguler négativement, c'est-à-dire d'empêcher ce que ceci a fait. Et puis, si j'ai assez de temps, je discuterai ce dernier point qui n'est pas publié et qui montre en fait que ces propriétés de régulation sont bien plus importantes encore que celles dont on voulait parler. Alors, des immunorécepteurs du troisième type. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a 3 catégories d'immunorécepteurs. Ça ne veut pas dire grand-chose, immunorécepteurs. On va dire pour l'instant, même si ce n'est pas suffisant, ça reconnaît l'antigène. Et donc, il y a le TCR, le BCR et les récepteurs pour la portion FC des anticorps, qui reconnaissent évidemment des choses différentes. Le TCR, c'est des peptides associés au CMH sur les cellules présentatrices d'antigènes. Le BCR, c'est les antigènes natifs tels qu'ils arrivent avant d'être processés par une quelconque cellule présentatrice d'antigènes. Et les récepteurs pour les anticorps, vous me direz, ils ne reconnaissent pas l'antigène puisqu'ils reconnaissent l'anticorps. Et vous aurez évidemment raison. Oui, mais en réalité, ce qui compte pour un récepteur de ce type, ce n'est pas l'anticorps, c'est le complexe antigène-anticorps, sous différentes formes, on va le voir dans une minute. Et c'est ça qui va permettre de reconnaître l'antigène. De telle sorte que vous voyez, c'est 3 façons de voir l'antigène, un peu comme 3 sens qui nous permettent de percevoir le monde. Le système immunitaire, il perçoit l'antigène sous 3 formes différentes, par 3 types de récepteurs différents, exprimés par 3 types de cellules différentes. Alors, ces récepteurs, comme les autres immunorécepteurs, comme le BCR et le TCR, ils sont faits d'une sous-unité qui fixe le ligand. En l'occurrence, c'est l'anticorps. Et l'anticorps, il se fixe ici, dans cette région, ici. Cette structure, elle a 2 domaines extracellulaires, un petit segment transmembranaire et une portion intrastoplasmique. Et c'est la charnière entre ces 2 domaines extracellulaires qui permet la liaison avec l'anticorps. Et ce que ça reconnaît dans l'anticorps, ce n'est pas la partie C-terminale. L'anticorps, il n'est pas tout debout sur son récepteur, comme je le dessinais auparavant. Il est plutôt couché, comme Mme Ricagnier. C'est là que ça se passe. C'est l'avant-dernier domaine constant des chaînes lourdes d'immunoglobulines qui interagit avec le récepteur. Donc, une structure qui fixe le ligand, comme il y a évidemment des structures qui fixent le ligand dans le BCR et le TCR, et puis des sous-unités de signalisation. Et il y en a 2 là, une qui est largement exprimée dans toutes sortes de cellules et qui est constituée par un homodimère de 2 chaînes, de 2 polypeptides qui ont juste 5 acides aminés extracellulaires, c'est presque rien, et 42 acides aminés intracytoplasmiques, extrêmement conservés à travers des différentes espèces et qui sont liés ici par un pont disulfure qu'on appelle FCR gamma. Et puis une deuxième sous-unité qui est une tétraspanine qui a 4 segments transmembranaires et qui a ceci de particulier qu'elle n'est exprimée que dans un type cellulaire ou 2 types cellulaires, les mastocytes et les basophiles, dont vous savez déjà qu'ils jouent un rôle important dans l'allergie. Et ces anticorps, donc ces récepteurs, sont exprimés avec cette molécule seulement dans ces cellules. Alors, à la différence donc du BCR et du TCR, eh bien, il n'y a pas une structure monolithique, une structure prédéterminée. Il y a une variabilité de structure. Certains des récepteurs sont monocaténaires comme celui-là, d'autres, et la plupart, sont dicaténaires de cette façon-là, et seulement ceux qui sont dans les mastocytes et les basophiles sont exprimés de cette façon-là. Donc vous voyez apparaître donc une variabilité qui commence à distinguer cet immunorécepteur des autres. Le deuxième point qui me semble intéressant, c'est que ces récepteurs n'ont évidemment aucune spécificité pour l'antigène puisqu'ils ne voient pas l'antigène. Par contre, ils peuvent acquérir une spécificité pour l'antigène quand un anticorps arrive, et c'est quand l'anticorps se colle dessus qu'il donne une spécificité. Cet anticorps va donner une spécificité pour un antigène bleu ici, et l'antigène arrivant ici va pouvoir se fixer exactement comme sur un BCR. Par contre, ce récepteur-là, il n'a rien fixé encore, parce qu'il n'a pas d'affinité suffisante pour fixer les anticorps tout seul. Par contre, il est capable de fixer, avec une forte avidité, les immuns complexes qui sont préformés. En d'autres termes, ces 2 types de récepteurs vont arriver au même résultat. Il y aura différents récepteurs qui sont mis ensemble par des anticorps, sauf que c'est juste l'ordre des événements qui est différent. Une autre différence importante entre donc, ce qu'on appelle les fortes et les faibles affinités. Les fortes affinités, donc, c'est ce qui permet de fixer des anticorps seuls. Les faibles affinités, c'est seulement sous forme de complexes immuns. La différence, c'est que ici, parce que ces récepteurs sont en présence d'anticorps autour d'eux, ils sont occupés, du moins une partie d'entre eux est occupée par ces récepteurs qui sont posés dessus et qui attendent que l'antigène arrive. Alors que ceux-ci, même qu'ils sont présents dans des très grandes concentrations d'anticorps, comme les IgG circulantes par exemple, eh bien ces récepteurs restent disponibles, restent libres pour les immuns complexes qui vont se former et agir à un moment ou à un autre. Le troisième point qui me semble intéressant, c'est que sur une même cellule, et en particulier c'est les cellules lymphoïdes, les myéloïdes qui sont en cause ici, il n'y a pas comme sur les lymphocytes un seul type de récepteur.
Il y a toutes sortes de récepteurs pour différentes classes d'anticorps. Par exemple, on a ici un anticorps qui va se fixer sur un récepteur de forte affinité. Et parce que la réponse anticorps est polyclonale, parce qu'il y a toutes sortes d'isotypes qui sont fabriqués en même temps, je vous avais vu tout à l'heure toutes les panoplies d'anticorps qui sont faits, eh bien quand un antigène arrive, il va être recouvert de tous ces anticorps. Et tous ces anticorps vont être capables de co-engager sur la même cellule plusieurs types de récepteurs. Et c'est ce co-engagement, c'est ces hétéroagrégats qui vont être responsables des signaux qui vont être engagés. Donc vous voyez là encore, ces hétéroagrégats, il n'y a pas de structure prédéterminée. Il n'y a pas, comme dans le BCR, des agrégats relativement simples, des choses identiques. Non, il y a ici des choses qui sont différentes, qui vont être co-engagées à la surface de la cellule. Alors, le dernier point, c'est que c'est l'expression tissulaire, la distribution tissulaire qu'il y a de ces récepteurs par rapport aux autres immunorécepteurs. Alors que les lymphocytes, le TCR et le BCR ont une distribution cellulaire extrêmement restreinte, les T ou les B, eh bien là, on a une distribution qui est extrêmement variable, principalement sur les cellules myéloïdes, mais pas seulement. Vous voyez qu'ici, des B en ont quelques-uns, et puis les cellules NK aussi. Donc toutes ces cellules possèdent des récepteurs pour les IgE, pour les IgG, pour les IgA. Et vous voyez qu'une autre caractéristique, c'est qu'une même cellule a plusieurs types de récepteurs, comme je l'ai dit précédemment. Un point intéressant, c'est que cette grande expression ici de récepteurs, eh bien, ça ne va pas marcher n'importe comment, parce que quand l'anticorps arrive, eh bien, il va sélectionner celles des cellules qui ont le bon récepteur, qui vont être capables d'être mises en route par cet anticorps. Ainsi, et ceci va avoir du sens par rapport à ce qui va suivre, lorsqu'on fait des expériences d'anaphylaxie passive, par exemple, lorsqu'on injecte passivement une souris des IgE préformés, eh bien, ces IgE vont aller sélectionner simplement les mastocytes et les basophiles parce qu'il n'y a que ces cellules qui ont les récepteurs qui vont permettre de leur fixer. Ce qui va nous permettre d'étudier tout ce qui dépend de l'IgE, des mastocytes et des basophiles et des récepteurs qui vont bien. Inversement, si on prend des IgG, alors là, bien entendu, ça va être un grand nombre de récepteurs qui vont être impliqués, donc un grand nombre de cellules. Donc vous voyez qu'au sens presque darwinien, l'anticorps va sélectionner les cellules qui vont être engagées dans la réponse par un anticorps donné. Alors le dernier point qui me semble important, c'est que bien entendu, toutes ces cellules ne savent pas faire la même chose. Certaines sont impliquées dans de l'internalisation, donc de la présentation d'antigènes, d'autres de la cytotoxicité, d'autres de l'exocytose, de la libération de molécules pro-inflammatoires, etc. Et donc, ces différentes cellules qui vont être sélectionnées par l'anticorps quand il va arriver, eh bien, ces différentes cellules vont exprimer leur répertoire fonctionnel qui va être différent d'une cellule à l'autre. Et bien entendu, les réponses biologiques vont dépendre de ces cellules. Voilà, maintenant je voudrais vous montrer comment ces récepteurs sont capables d'activer les cellules. Et pour cela, je vais utiliser le modèle qu'on connaît le mieux, qui est celui du récepteur de forte affinité pour les IgE, qui est exprimé sur les mastocytes et les basophiles. Vous le reconnaissez, sa sous-unité alpha qui fixe les IgE sur l'avant-dernier domaine C-terminal, et puis la chaîne FCR gamma, la chaîne FCR bêta. Un point évidemment essentiel, c'est qu'il y a déjà maintenant beaucoup de temps, Michel Rett a observé que dans les sous-unités du TCR et du BCR et par la suite d'autres récepteurs activateurs, eh bien, il s'est rendu compte que ces sous-unités qui sont associées à ces récepteurs, eh bien, il y avait un motif qu'on pouvait retrouver et qui est résumé ici. On a une tyrosine, suivie 3 acides aminés plus loin par une leucine, puis un espace de 6 à 8 acides aminés qui peut être varié, des acides aminés qui peuvent être n'importe lesquels, puis à nouveau une leucine, à nouveau une tyrosine, et enfin à nouveau une leucine ou une isoleucine. Ce qui fait cette notion qu'il y a des motifs. Des motifs, ce n'est pas une séquence. Des motifs, c'est des acides aminés qui sont conservés à des positions particulières. YXXL, 6 à 8X, YXXL. Donc ce motif a été appelé Immunoreceptor Tyrosine Base Activation Motif parce que, bien entendu, il est impliqué dans l'activation. Et comment est-il impliqué dans l'activation? Eh bien, de la façon suivante. Ces récepteurs sont associés ou deviennent associés, je n'ai pas le temps de le discuter, avec une kinase de la famille SARC qui est une tyrosine kinase. Et lorsque l'antigène rapproche les deux complexes, eh bien, ceci va tout simplement permettre à l'enzyme d'être rapproché de son substrat et donc à la tyrosine kinase de phosphoryler la tyrosine de l'ITAM qui vient à proximité. Donc ce processus de transphosphorylation va faire que le résultat de cela, ça va être que
les récepteurs vont être maintenant associés à des sous-unités qui auront des itames toujours, mais des itames qui sont phosphorylés sur leur tyrosine. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, ça a comme conséquence que ceci va permettre de recruter, d'attirer des molécules cytoplasmiques qui ont ce qu'on appelle des domaines SH2, qui ont une affinité pour des tyrosines phosphorylées dans un contexte particulier, en particulier celui des itames. Parmi ces molécules, Alain tout à l'heure a parlé de ZAP70 dans les lymphocytes T. Eh bien, dans les cellules qui sont les cellules myéloïdes et dans les lymphocytes B, eh bien, ZAP70 a une petite sœur qui s'appelle SIC. SIC, c'est exactement l'équivalent de ZAP70. Il a deux domaines SH2 qui permettent de se fixer sur les deux tyrosines YXXL, phosphorylées YXXL, et qui permet le recrutement de cette tyrosine cytosolique. Ceci va engendrer toute une cascade de signalisation dans laquelle je ne vais pas rentrer. Et cette cascade de signalisation, tout simplement, elle va utiliser les mêmes grandes voies métaboliques que le TCR ou le BCR dans les lymphocytes T et dans les lymphocytes B, respectivement. Faisons l'expérience qui est ainsi faite. Et là, je vais vous donner un exemple. Voilà le paradigme de la réaction allergique. Nous avons des souris neuves qui n'ont jamais vu d'antigène. Nous avons des mastocytes dans ces souris qui expriment des récepteurs de forte affinité pour les IgE. Nous injectons par voie intraveineuse de l'IgE à ces souris et ces IgE vont aller se coller sur ces récepteurs parce que ces récepteurs ont une forte affinité et parce que la dissociation est faible, elles vont rester pendant suffisamment longtemps. De telle sorte que si le lendemain on revient en injectant l'antigène par voie intraveineuse, eh bien l'antigène va agréger les IgE à la surface qui vont agréger les récepteurs, qui vont lancer la voie de signalisation et le résultat c'est l'exocytose, la dégranulation de ce mastocyte, mais également la synthèse de tas de facteurs néo-synthétisés qui sont à la fois des médiateurs pro-inflammatoires, mais aussi des cytokines, des chymokines et des facteurs de croissance qui sont néotranscrites dans ce processus. Alors ceci est absolument le paradigme de la réaction anaphylactique. Et puis on était un petit peu dans le laboratoire, moi ça me perturbait un petit peu cette façon de voir les choses parce qu'au fond, quelqu'un qui fait un choc anaphylactique, on ne lui a pas injecté des IgE. Il fabrique ses propres IgE, il fabrique ses propres anticorps. Donc on s'est demandé qu'est-ce qui se passe si, dans la vraie vie, ou du moins dans un modèle qui cherche davantage à mimer la vraie vie, si on faisait de l'anaphylaxie active, c'est-à-dire si on immunise activement la souris en lui injectant dans des conditions extrêmement classiques d'immunisation, avec de l'adjuvant très puissant, qui est l'adjuvant complète Freud, un antigène qui est un gros antigène hétérologue qui est la bovine sérum-albumine. Donc on immunise cette souris au jour 0, au jour 14, au jour 28. On voit que ceci induit des anticorps, des IgG, des IgE, mais également un petit peu d'IgE. Et ensuite, 10 jours après la dernière injection, on challenge la souris en injectant l'antigène par voie intraveineuse, en l'absence d'adjuvant, à la souris qui a fabriqué ces anticorps. Et on regarde ce qui se passe, et ce qui se passe, eh bien, on peut le suivre en mesurant la température rectale de la souris et mesurer un choc anaphylactique qui va pouvoir se mesurer par une chute de température brutale. Alors si on fait ça, c'est très simple. Vous voyez ici qu'en 20 minutes, les souris ont perdu 5 degrés de température et qu'en 5 minutes, tout le monde est mort. C'est-à-dire que quand on fait une immunisation dans ces conditions-là et qu'on réinjecte l'antigène, eh bien, ça ne pardonne pas. En 20 minutes, toutes les souris sont mortes. Quand on a observé ça, on s'est dit, voilà qui est intéressant. On sait bien que c'est les IgE qui sont responsables de l'anaphylaxie. C'est même presque la définition de l'anaphylaxie telle qu'elle a été dans la fameuse classification de Jelinek-Wundt. Eh bien, donc, nous nous sommes demandé quels sont les récepteurs qui sont impliqués dans cet effet-là. Et nous avons commencé par fabriquer des souris qui sont doublement déficientes, c'est-à-dire qui sont knock-out pour les deux récepteurs pour les IgE, c'est-à-dire qui n'ont plus aucun récepteur pour les IgE. Donc c'est des souris qui, même si elles ont des IgE, sont parfaitement incapables de faire marcher ces IgE sur leurs cellules. Donc on a fait la même chose, on a pris ces souris, on les a immunisées, on les a challengées avec l'antigène et on a regardé le choc. Et la réponse est extrêmement simple. Si on compare à des souris sauvages qui ont tous les récepteurs, vous voyez que le choc est exactement le même et que la survie est exactement la même. Autrement dit, on tue les souris exactement aussi bien par un système qui est totalement indépendant des IgE. Donc on est là dans une situation où on est complètement en contradiction profonde avec le paradigme absolu de l'anaphylaxie. L'anaphylaxie que je vous montre ici, elle est tout sauf IgE dépendante.
Alors, on a voulu s'assurer quand même que ce n'était pas d'autres mécanismes, en particulier d'autres possibilités, le complément, les anaphylatoxines, peu importe. Et donc, on a fabriqué d'autres souris, des souris knockout, d'autres souris déficientes, qui n'ont pas la sous-unité gamma, celles qui ont les ITAM en question, et qui n'ont aucun récepteur activateur à leur surface. Il reste des récepteurs, mais ils ne sont pas activateurs. Je reviendrai sur eux par la suite. Et lorsqu'on prend cette souris-là, qu'on l'immunise, qu'on la challenge avec l'antigène, eh bien, vous voyez qu'ici, on n'a aucune chute de température, aucune mortalité. Donc, effectivement, c'est bien les récepteurs et les autres récepteurs que ceux qui sont, pour les IgE, qui sont responsables de ce choc. Alors, je zappe toute une grande partie de l'étude parce qu'il me semble qu'elle n'est pas très, très importante, pour amener à ce qui est, je crois, est le point important. On s'est dit, on a essayé de reconstituer le choc dans ces souris en redonnant à ces souris des cellules qui expriment tel ou tel récepteur pour voir lequel est important. Puis un jour, on est arrivé sur cette notion que les neutrophiles semblaient jouer un rôle extrêmement important. Or, purifier des neutrophiles de souris, c'est extrêmement difficile. On a 1 millilitre de sang total d'une souris quand on la tue, c'est 3 fois rien. Pour purifier les neutrophiles, les injecter, en avoir assez, les injecter. Un jour, j'ai dit au postdoc qui faisait le travail, j'ai dit, pourquoi tu ne vas pas à la banque de sang, tu prends une poche de sang humain, tu purifies les neutrophiles, et tu injectes ça à la souris un quart d'heure avant le choc, elle ne va pas se rendre compte que c'est des neutrophiles humains, on va bien voir ce qu'elle est capable de faire. Donc c'est ce qu'il a fait, et on a injecté des neutrophiles humains dans des souris qui avaient été immunisées, juste 5 minutes ou un quart d'heure avant le challenge. Et vous voyez que chez les souris immunisées, eh bien, on reconstitue le choc ici. Il est peut-être un peu moins violent parce qu'on ne les tue pas, mais on reconstitue le choc. Donc des neutrophiles humains sont parfaitement capables de faire un choc anaphylactique, ce qui là encore va complètement contre le dogme, puisque c'est les mastocytes et les basophiles qui sont classiquement responsables de l'anaphylaxie. Alors on a regardé les neutrophiles humains et on s'est rendu compte que sur ces neutrophiles, il y avait plusieurs récepteurs, dont un qui est un récepteur monocaténaire comme celui-là, qui n'existe pas chez la souris, et qui possède ici son propre ITAM dans sa propre chaîne, dans sa propre domaine intracytoplasmique. Et donc ce récepteur, qui s'appelle RFC gamma 2A, eh bien, on s'est demandé si ce n'était pas lui qui était responsable. Et pour cela, on a voulu évidemment savoir. Alors, évidemment, on ne peut pas faire une expérience d'anaphylaxie chez l'homme, et donc on a voulu faire ça chez la souris, mais les souris n'expriment pas ce récepteur, puisque ce récepteur, il est spécifiquement humain. Donc ce qu'on a fait, c'est de prendre ces souris qui sont déficientes en tout récepteur activateur, et qui donc ne font pas de choc anaphylactique, et on les a rendues transgéniques avec ce récepteur humain. Et comme le transgène possédait tout le promoteur humain qui allait bien, on a eu beaucoup de chance parce que l'expression cellulaire, la distribution cellulaire de ce récepteur est chez la souris exactement la même que celle qu'on a chez l'homme. Donc on respecte complètement la distribution tissulaire. Et lorsqu'on fait ça, eh bien on prend ces souris, on les immunise, on les challenge avec l'antigène, on regarde s'ils sont capables de faire un choc et on compare les souris qui ne sont pas transgéniques aux souris qui sont transgéniques. Et vous avez déjà compris qu'effectivement, il suffit de faire exprimer ce récepteur RFC gamma 2A aux souris pour induire le choc. Et c'est bien lui qui est responsable, parce que si on bloque ce récepteur avec un anticorps qui bloque les régions qui permettent de fixer les domaines extracellulaires, eh bien, on abroge le choc ici. On a ici la mortalité, on a ici la chute de température et on a ici en présence d'anticorps la même chose. Autrement dit, voilà une façon qui montre que lorsqu'on va aller fouiller derrière les choses, derrière les dogmes, eh bien on se rend compte en fait que l'allergie, l'anaphylaxie, c'est bien plus compliqué que simplement une affaire d'IgE et une affaire de mastocytes ou de basophiles. Il y a les IgG et il y a les neutrophiles et il y a certainement bien d'autres cellules qui sont impliquées dans tout cela. La troisième partie de ce que je voudrais vous raconter, c'est le fait que ces anticorps sont parfaitement capables d'activer, et je viens de vous montrer que les IgG sont capables d'activer, je voudrais vous montrer maintenant qu'ils sont parfaitement capables d'inhiber, et d'inhiber exactement les mêmes cellules, c'est-à-dire de faire exactement le contraire de ce que je viens de vous démontrer maintenant. Alors, dans un premier temps, je voudrais insister sur, je ne vous ai pas parlé de signalisation, mais je voudrais concentrer malgré tout sur un point de la signalisation de ce récepteur, pour les IgE, mais aussi de beaucoup d'autres récepteurs, les autres récepteurs pour la portion FC des anticorps, mais aussi le TCR, le BCR et d'autres récepteurs. C'est ce phospholipide membranaire qui s'appelle le PIP3, ou phosphatidyl'inositol 3,4,5 triphosphate, 3,4,5-P3. Il a cette structure-là, il a bien entendu un groupement inositol ici qui est hydrosoluble, donc hydrophile, donc qui baigne dans le cytosol, qui est aqueux, et il a ici deux grandes chaînes
d'acides gras de grande chaîne hydrocarbonée qui sont très hydrophobes. Et donc, parce qu'elles sont très hydrophobes, c'est inséré dans la membrane. De telle sorte que cette tête hydrophile ici va tremper à l'intérieur de la cellule et va permettre d'aller attraper des molécules qui vont avoir de l'affinité pour cette tête-là. Et il se trouve qu'il y a toutes sortes de molécules qui ont une affinité pour cette structure-là. Ces molécules, on les appelle des molécules qui ont un domaine pH. pH, ça veut dire plextrinomologie, ça n'a aucune espèce d'importance. Le domaine pH, c'est un domaine qui a une affinité mesurable pour cette structure, cet inositol, à condition qu'il soit triphosphorylé en position 3, 4 et 5. Et ces molécules, lorsqu'elles sont recrutées du cytosol au cours de la signalisation, eh bien, elles vont conduire à des grandes voies métaboliques qui vont conduire à la survie cellulaire, c'est-à-dire à des processus anti-apoptotiques, à l'exocytose via la mobilisation du calcium intracellulaire et l'entrée de calcium extracellulaire, et l'activation de toutes sortes de facteurs de transcription et de MAP kinase qui vont induire la transcription de toutes sortes de gènes. Cette molécule, elle est fabriquée par une enzyme qui s'appelle la PI3 kinase, c'est-à-dire phosphoinositide 3 kinase, qui tout simplement est une enzyme qui accroche ici en position 3 un groupement phosphate. Et la PI3 kinase est utilisée de façon extrêmement large par de très nombreux récepteurs. Et ce PIP3 ici est régulé négativement par une molécule qui fait exactement l'inverse de la PI3 kinase, qui s'appelle pitène. Et pitène est une phosphatase qui déphosphoryle en position 3 l'inositol triphosphate pour le ramener ici. Il y a une autre molécule qui va faire une autre modification et qui va enlever tout simplement ici le phosphate en position 5 ici, de telle sorte que cette molécule ici n'a plus d'activité, n'a plus d'affinité pour les domaines pH de ces molécules qui sont recrutées. De telle sorte que lorsque cette molécule qui s'appelle CHIP arrive, cette phosphatase qui déphosphoryle ici, eh bien, elle éteint la réponse parce que ceci n'est plus possible. Donc CHIP, ça veut dire SH2 domain inositol phosphatase. C'est donc une phosphatase qui possède un domaine SH2, c'est-à-dire qui peut être recruté sur des tyrosines phosphorylées, un domaine catalytique et puis une région qui est riche en proline et en tyrosine qui peuvent à leur tour se faire phosphoryler. Je ne rentrerai pas dans cet aspect des choses. Donc maintenant, vous savez ce qu'est CHIP. Et je voudrais introduire CHIP maintenant dans une situation qui est assez peu connue. Si vous prenez des mastocytes de souris, vous les sensibilisez avec 0 IgE, un peu d'IgE, beaucoup d'IgE, et vous les stimulez avec un antigène. On reproduit in vitro, ce qu'on a fait tout à l'heure dans la souris in vivo. On induit une réponse qui peut être mesurée, c'est de la libération de médiateurs qu'il y a dans les granules des mastocytes. Et on a une jolie réponse dose dépendante, à la fois dépendante des anticorps et dépendante de l'antigène. Tout le monde est content, et si on regarde à l'intérieur de la cellule, on voit ici qu'on induit toutes sortes de phosphorylations intracellulaires qui sont la conséquence de l'agrégation de ces récepteurs et de la mise en route de tous ces activateurs et de toutes ces kinases qui vont phosphoryler des tyrosines sur des protéines intracellulaires. Si on va au-delà de cette concentration, eh bien on se rend compte, et c'est bien connu, que non seulement la réponse ne continue pas d'augmenter, mais elle tombe. Elle tombe complètement jusqu'à zéro, il n'y a plus rien. Et pendant très longtemps, cette chute ici de la réponse en excès d'antigène a été interprétée comme c'est parce qu'on n'agrège pas bien à la surface. Et il y a même eu dans les années 70 de très jolis modèles mathématiques qui ont été produits pour expliquer que, bien entendu, c'est normal. C'est parce qu'il y a de moins en moins d'agrégation et que donc ça stimule de moins en moins. Jusqu'à ce qu'en 2005, il y ait Michel Huber à Freiburg qui a juste fait cette expérience extrêmement simple, c'est qu'il a regardé ici la phosphorylation. Dans ces conditions, il y avait une diminution de la réponse. Et là, il s'est rendu compte que la phosphorylation, loin de diminuer, continue d'augmenter. En conséquence, on ne peut pas expliquer cette chute par moins de stimulation, puisqu'on voit au contraire qu'à l'intérieur, il y a plus de stimulation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres choses qui se passent, et en particulier, il y a cette molécule que je viens d'introduire qui s'appelle CHIP, qui est phosphorylée. Pourquoi vous voyez qu'elle est phosphorylée de façon inductible ici quand on met l'antigène? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est phosphorylée? C'est tout simplement parce qu'elle a été recrutée par son domaine SH2 sous la membrane, et que sous la membrane, tout a toujours une affaire de substrat et d'enzyme. Elle va se trouver à proximité de la tyrosine kinase line qui, au départ, a lancé tout ça, qui va lui phosphoryser les tyrosines et qui va permettre de dire, ici, ce qui nous permet de dire, cette molécule a été recrutée dans le complexe. Ceci ne nous dit rien de son activité biologique. Ce qui va nous dire de son activité biologique, c'est que si on fait la même expérience que celle-ci chez une souris non plus sauvage mais déficiente en CHIP, on perd la chute
l'inhibition en excès d'antigène. Et même si on vient dans des conditions qui permettent de mieux voir, si on regarde ici la partie ascendante de la réponse, eh bien, dans une souris sauvage, voilà la réponse. Dans une souris déficiente en CHIP, elle est bien augmentée. Autrement dit, toute cette réponse qui est induite par ce récepteur-là est sous le contrôle de CHIP, et CHIP réduit tout cela. Et comment est-ce que ceci se fait? Eh bien, il faut que cette molécule soit recrutée dans le complexe. Et on ne sait pas très bien. À vrai dire, on ne sait pas très bien. Nous avons montré, mais ce n'est qu'une très petite partie de l'histoire, très probablement, que le domaine SH2 de CHIP a une affinité pour 2 des tyrosines d'une molécule transmembranaire qui s'appelle LAT, qui joue un rôle très important pour constituer le signalosome dans l'activation. Mais c'est probablement qu'une très petite partie de l'histoire, là encore. Le message de tout cela, c'est que malgré tout, un récepteur activateur n'engendre pas que des signaux d'activation, mais engendre un mélange de signaux d'activation et de signaux d'inhibition, et que dans des conditions physiologiques, entre guillemets, ce sont les signaux d'activation qui sont dominants, et que dans des conditions qui ne sont plus physiologiques, qui sont au-delà de la physiologie peut-être, eh bien c'est l'inhibition qui devient dominante. Alors maintenant, tout ça c'est intéressant parce que c'est le récepteur pour les IgE, mais vous vous rappelez que je vous ai parlé des IgG dans tout cela. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il ne faut jamais oublier une chose. Même chez les pires allergiques, même chez les souris les plus TH2, les plus truquées pour faire des IgE, les IgE, il n'y en a jamais, sauf une situation. Une situation, c'est peut-être l'hyper-IgE syndrome, le syndrome de Buckley, où il y a effectivement de très grosses concentrations d'IgE, et aussi dans les helminthiases où il y a beaucoup d'IgE. Mais ni dans une condition ni dans l'autre condition, il n'y a de phénomène allergique. Donc, dans toutes les autres situations, les IgE, c'est toujours des nanogrammes par ml, alors que les IgG, c'est des milligrammes par ml. Et on ne se rend pas bien compte. Moi, j'ai voulu me rendre compte en essayant de faire la différence autant d'IgG, plus d'IgG qu'il y avait, et je me suis rendu compte que mon ordinateur, il n'y arrivait pas, il coinçait, j'y arrivais plus, parce qu'il y a 1 milligramme par rapport à un nanogramme, c'est tout simplement 1 million de fois plus. C'est gigantesque. Donc, quand on a une petite IgE comme ça, on a 1 million d'IgG autour. De telle sorte que lorsque un allergène arrive, eh bien, il a toutes les chances de avoir rencontré avant des IgG autour. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y a des IgE qui sont fixés sur les mastocytes ici, ou qu'il y a d'autres récepteurs ETAM qui sont là, eh bien, il y a un autre récepteur qui est à côté ici, dont il se trouve que ce récepteur, il n'a pas un ITAM, mais il a ce qu'on a appelé un ITIM. ITIM veut dire évidemment Inhibition Motif. Et un ITIM, regardez, ça ressemble beaucoup à un ITAM, ou plutôt à un demi-ITAM. Il y a un YXXL, et puis il y a en position Y-2 un acide aminé hydrophobe plus ou moins conservé. Et ces motifs ITIM, lorsqu'avec mon ami Eric Vivier, on a essayé de savoir où est-ce qu'on en trouvait avec les moyens bioinformatiques d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est absolument effarant, qu'il y en a absolument partout, et qu'on peut les retrouver chez les animaux les plus primitifs, et bien entendu on ne sait pas ce qu'ils font, comme si finalement la nécessité d'inhiber est bien plus importante que la nécessité d'activer. Donc lorsqu'on a ce récepteur qui est à côté ici, eh bien lorsqu'un antigène arrive recouvert d'anticorps, recouvert d'IgG, ce qui va se passer, c'est qu'il va co-agréger ces 2 récepteurs. Et la même tyrosine kinase qui a phosphorylé l'ITAM ici, va aussi phosphoryler l'ITIM ici. Parce que ce récepteur inhibiteur, lui, il n'a pas de kinase. Il a besoin d'emprunter la kinase de sa copine pour se phosphoryler l'ITIM. Et c'est ce qui fait que, pour que ceci fonctionne, il est absolument nécessaire qu'il y ait une co-agrégation, une co-ligation des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs par un même ligand extracellulaire, autrement ça ne marche pas. Lorsque ceci est fait, eh bien ceci va permettre, regardez comme le monde est bien fait, à droite de recruter une kinase, à gauche de recruter une phosphatase, et puisque j'ai déjà introduit CHIP, celle qui est recrutée ici, c'est CHIP1. Et bien entendu, ce qui va faire l'activation cellulaire, eh bien, c'est l'équilibre entre ces signaux positifs et ces signaux négatifs. Autrement dit, une activation cellulaire, ce n'est pas comme un interrupteur on-off. Une activation cellulaire, c'est simplement le déplacement transitoire d'un équilibre préétabli entre des signaux positifs et des signaux d'inhibition, des signaux négatifs. Et lorsqu'on met en route les choses, les signaux positifs l'emportent, et très très vite, des systèmes de régulation vont faire que tout ceci va s'arrêter et revenir à la normale.
Je voudrais vous montrer les conséquences de cela dans deux systèmes in vivo. Le premier, c'est celui qu'on a déjà rencontré tout à l'heure. On ne va même plus s'occuper d'IgE. On va injecter à cette souris des complexes préformés d'une IgG, un monoclonal anti-ovalbumine, une seule IgG. Hein. On est super clean, on a un anticorps, un seul type d'anticorps monoclonal. Donc on a cet anticorps, il est complexé à l'antigène, et on présuppose qu'il va co-engager des récepteurs activateurs ITAM et des récepteurs inhibiteurs ITIM. Et lorsqu'on fait cela, eh bien on fait comme on a dit tout à l'heure, on mesure la température centrale de la souris, et toujours en 20 minutes, on voit qu'il y a un choc qui est bien moins intense que celui de tout à l'heure, probablement parce qu'on a injecté passivement cet anticorps monoclonal, alors qu'avant on avait induit des grandes quantités d'anticorps polyclonaux, mais que malgré tout, en 20 minutes, de la même façon, on a une chute de température qui est de l'ordre de 2-3 degrés. Si on fait la même expérience dans une souris qui est knock-out, qui est déficiente, qui est invalidée pour le récepteur activateur ITAM pour les IgG, eh bien, il n'y a plus de choc du tout, ce qui évidemment n'est pas tellement une surprise, mais ce qui va bien pour expliquer le système. Mais ce qui est bien plus intéressant, c'est que si on fait la même expérience sur une souris qui est déficiente pour le récepteur inhibiteur, alors là, ça va mal. Dire que ce que je crois extrêmement important dans cette expérience, c'est que le même anticorps peut faire et défaire, peut tuer et protéger. Là, il ne tue pas parce que c'est comme ça, mais parce que c'est régulé, mais il peut aller jusqu'à un choc mortel ou empêcher un choc mortel. Autrement dit, vous voyez, ce à quoi je voudrais arriver, c'est un anticorps, ça fait tout et le contraire. Toujours. Alors, la question qui me semble intéressante ici, c'est l'autre situation qui a été... Alors, il y a des modèles d'auto-immunité qui montrent exactement la même chose, par exemple dans les modèles d'arthrite auto-immune. Et ici, j'ai juste utilisé un modèle qui a été publié il y a déjà quelques années dans un système d'immunothérapie passive par anticorps d'un mélanome expérimental. Chez la souris C57 Black 6, il y a un mélanome qui s'appelle B16. Ce mélanome, lorsqu'on l'injecte par voie intraveineuse, il va faire des métastases pulmonaires qui va tuer la souris. Vous voyez ici, c'est les poumons de la souris. Et comme un mélanome, c'est bourré de mélanocytes, forcément, et que les mélanocytes, c'est noir, eh bien, le poumon, il est comme un tas de charbon. Si on injecte à la souris des anticorps contre un antigène qui est exprimé par ces mélanocytes, et lorsqu'on on traite la souris par cet anticorps, eh bien vous voyez qu'on a nettement moins de métastases noires sur les poumons de cette souris. Donc il y a clairement un effet thérapeutique sur ce système expérimental, sur ce modèle de mélanome chez la souris. Si on fait la même expérience, non plus sur une souris sauvage, mais sur une souris qui est déficiente en récepteur activateur ITAM, eh bien, vous voyez que ça ne modifie pas la maladie, si je peux dire. Par contre, ça abolit complètement l'effet thérapeutique. Inversement, si on fait maintenant la même expérience dans une souris qui est déficiente en récepteur inhibiteur, et c'est formidable parce que la souris n'a plus une seule métastase. C'est-à-dire qu'on a empêché la totalité des métastases qui étaient développées dans la souris non traitée. En d'autres termes, là encore, l'anticorps peut à la fois traiter complètement et empêcher que le traitement soit efficace. Et là encore aussi, je voudrais insister sur cet aspect qui me semble toujours important. Souvent, on a des visions un petit peu manichéennes du système immunitaire. Le système immunitaire, vous voyez ici que le récepteur activateur, là, il est extrêmement déterminant parce que c'est lui qui fait la thérapie. C'est lui qui fait l'effet thérapeutique. Dans l'allergie, ou dans le modèle d'anaphylaxie, ou dans l'auto-immunité, c'est lui qui fait la pathologie. Puisque c'est lui qui va induire la réaction inflammatoire. Alors, je voudrais dire, ça c'est des modèles expérimentaux, je voudrais regarder ce qui se passe un peu chez l'homme. Alors chez l'homme, évidemment, on ne peut pas faire le même genre de choses qu'on peut faire chez la souris, mais on peut regarder des cellules ex vivo chez l'homme, et on peut regarder, ce qui est plus facile à regarder, c'est les basophiles du sang périphérique. Donc si on prend tout simplement des basophiles de donneurs normaux, on peut les identifier ici grâce à leurs récepteurs pour les IgE, ici. Et ces récepteurs, ces cellules, on se rend compte qu'elles expriment non seulement des récepteurs pour les IgE, mais qu'elles expriment aussi des récepteurs pour les IgG. Et précisément, le même récepteur activateur que celui qu'on avait trouvé sur les neutrophiles, qui activait et qui était capable de faire un choc, mais aussi ce récepteur inhibiteur dont je viens de vous montrer toute la puissance dans l'autre système. Par contre, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que si on compare aux autres cellules, on a été tout à fait surpris de se rendre compte que les récepteurs activateurs, il y en a extrêmement peu sur les basophiles. Quelque chose comme 10 fois moins que sur les monocytes. Ça, c'est des donneurs individuels. Alors que, et c'était totalement inconnu,
les récepteurs inhibiteurs, il n'y a pas de cellules dans le sang qui expriment plus de récepteurs inhibiteurs que les basophiles. On pensait que c'était les B qui exprimaient le plus que ça. Alors, on peut maintenant essayer, maintenant on a 3 récepteurs, comment est-ce qu'ils marchent? D'abord, comment est-ce qu'ils marchent? Séparément. Le récepteur pour les IgE, est-ce qu'il marche comme dans les mastocytes de souris? Ben oui, vous voyez, on peut mimer ici l'activation avec des fragments FAB'2 anti-IgE humaines qui sont déjà fixés in vivo chez l'homme lorsqu'on prend les basophiles, et on a une très jolie réponse ici. Mais si on en met trop, eh bien comme tout à l'heure, on a une inhibition en excès d'antigène. Exactement la même chose. Les récepteurs pour les IgG, le récepteur pour les IgG, les récepteurs activateurs pour les IgG, oui, il est capable d'activer, surtout si on pré-traite les cellules avec de l'IL-3 qui augmente les réponses, qui facilite les réponses, quelles qu'elles soient. Mais vous voyez que si vous regardez ici l'échelle, ici ça monte à 60, ici ça monte à 600 quand on le fait avec un anti-IgE. Autrement dit, oui, les récepteurs activateurs peuvent activer pour les IgG, peuvent activer, mais 10 fois moins bien que le récepteur pour les IgE sur cette cellule. Et puis quand on vient avec des immuns complexes ou des IgG agrégés qui vont co-engager les 2A et les 2B, c'est-à-dire les activateurs et les inhibiteurs, que vous ayez mis ou pas mis d'IL3, vous voyez, il n'y a rien, rien, rien et rien du tout ici, alors que bien entendu, les mêmes cellules répondent de façon extrêmement bien à l'IgE dans la même expérience. La raison, c'est tout simple. Il n'y a pas énormément de signaux d'activation, mais il y a des récepteurs inhibiteurs qui sont là et qui éteignent absolument, immédiatement, extrêmement profondément. Et le résultat de tout cela, c'est que bien que les basophiles baignent dans des milligrammes par ml, une mer d'IgG, ils ne répondent jamais aux IgG. Il n'y a personne qui a jamais réussi à activer des mastocytes avec des IgG, des IgG humaines, des basophiles avec des IgG humaines. Alors, maintenant, quand on essaye d'imaginer ce qui se passe, le basophile, donc, il baigne, il se balade dans une mer d'IgG, et dedans, il va trouver peut-être une petite IgE qui va aller se coller sur son récepteur de forte affinité, tout va bien. Mais quand l'allergène arrive, avant d'aller trouver son mastocyte ou son basophile, eh bien, l'allergène, il va être immédiatement reconnu par des tas d'IgG, et lorsqu'il va venir sur les basophiles, c'est tous ces récepteurs qui vont être co-engagés à la surface du basophile. Alors, quel est le résultat? Eh bien, si on co-engage tous ces récepteurs à la surface de la cellule, on peut faire cela par exemple en mettant des IgE dessus, en venant ici, soit en agrégeant seulement les IgE ici avec des fragments FAB'2, soit en co-agrégeant les récepteurs pour les IgG avec des IgG intacts. Eh bien, vous voyez qu'ici, on inhibe la réponse qui est induite par les IgE. Autrement dit, quand on met en route les récepteurs pour les IgG avec les récepteurs pour les IgE, eh bien, on diminue considérablement la réponse ici. Ça peut être vu ici par un marqueur de surface. C'est parfaitement vu aussi si on mesure l'histamine qui est produite ici. Vous voyez les fragments FAB'2 les IgG. Et la même chose, si vous regardez une production d'interleukine 4 par ces cellules, eh bien, ici, voilà la réponse. Quand on agrège, voici quand on co-agrège avec les IgG, une inhibition est profonde. Et cette inhibition, elle est effectivement, qu'on revoit ici, elle est bien due au récepteur RFC gamma 2B, l'inhibiteur, parce que si on vient avec un anticorps qui bloque ce récepteur, eh bien on lève l'inhibition, alors que si on vient avec un récepteur qui bloque le récepteur activateur, on ne fait rien du tout. On peut surtout, et c'est là qu'on cherche à mimer un petit peu plus la situation physiologique, mettre ici une IgE qu'on connaît parce qu'elle reconnaît un antigène donné, et venir soit avec l'antigène seul, et on a une jolie réponse ici, soit venir avec le même antigène qui est recouvert d'IgG, mais on a pris la précaution que l'IgG ne reconnaisse pas le même épitope que l'IgE pour qu'il ne puisse pas y avoir de compétition. Et lorsqu'on fait ça avec des doses croissantes d'IgG qui recouvrent l'antigène, vous voyez qu'on inhibe de façon dose dépendante la réponse. Si je résume ce que je viens de vous dire, on a donc sur les basophiles des récepteurs de forte affinité pour les IgE, des récepteurs activateurs pour les IgG, des récepteurs inhibiteurs pour les IgG. Et dans situation physiologique, ce qui se passe, c'est cela. Tout le monde est co-engagé. Et le résultat, c'est que celui-là va faire beaucoup d'activation, mais un petit peu d'inhibition, puisqu'on a vu aussi ça dépend de la concentration, alors que celui-là va faire un peu d'activation et celui-là va faire beaucoup d'inhibition. Et le résultat, c'est ce que c'est. Alors maintenant, ça, c'est ce qu'on a vu dans des basophiles normaux. Qu'est-ce qui se passe chez des patients? Parce qu'évidemment, la question que moi, je me suis beaucoup posée, c'est l'allergie, c'est quoi? C'est trop d'activation, comme tout le monde le pense, ou c'est pas assez d'inhibition? Ça serait complètement différent, bien entendu, selon un cas ou dans un autre. Dans un cas, il faut empêcher une réponse, dans l'autre cas, il faut booster une réponse. Dans un cas, il faut appuyer sur l'accélérateur, dans l'autre, il faut freiner.
Alors, quelle est la situation chez les patients? Et pour cela, nous avons regardé 80 patients qu'on a regroupés avec des cliniciens de l'Institut Pasteur en groupes qui ont des allergiques respiratoires, des donneurs normaux de la banque du sang, des allergies respiratoires, rhinite ou asthme, des gens qui avaient fait d'un choc anaphylactique, des gens qui ont l'urticaire chronique et d'autres qui ont une dermatite atopique, l'urticaire chronique étant une maladie qui n'est pas forcément tout à fait de l'allergie. Puis on avait un groupe supplémentaire ici qui était maladie respiratoire allergique plus une des autres, c'était plus compliqué, donc on l'a regroupé ici dans un paquet ici. Mais vous allez voir que ça n'a pas beaucoup d'importance. On a d'abord regardé donc les récepteurs et les IgE qu'il y avait dessus et on s'est rendu compte que ce n'est pas très différent, les couleurs correspondent, sauf ici, dans la dermatite atopique, il y a plus d'IgE ici et c'est tout simplement, ce n'est pas du tout un scoop, c'est bien connu, que c'est une maladie dans laquelle il y a une élévation de la concentration des IgE et c'est la raison pour laquelle il y a plus d'IgE sur les basophiles. Maintenant, lorsqu'on vient et qu'on agrège ces IgE, quels qu'ils soient, et qu'on regarde dans ces différents patients, c'est extrêmement simple, qu'on vienne avec un système ou un autre système. Vous voyez en fait qu'il y a des différences, mais ces différences ne sont absolument pas significatives, il n'y a pas de P, il n'y a pas de valeur de significativité, et c'est la même chose dans les deux systèmes, et vous voyez que ceci est parfaitement homothétique, il n'y a pas de différence détectable, pas de différence notable entre ces basophiles. Conclusion, dans ce système-là, si ça a du sens de regarder les basophiles ne sont pas hyperactivables. Donc ça ne va pas dans le sens qu'il y a trop de capacité à répondre à une agrégation par les récepteurs IgE. Alors, est-ce qu'ils sont, par exemple, moins capables de s'auto-inhiber lorsqu'on vient avec un excès d'antigène? Eh bien, la réponse est très simple. Vous voyez qu'en réalité, c'est exactement pareil. C'est l'inhibition qu'on observe entre ces deux doses ici, c'est-à-dire que l'auto-inhibition observée en excès d'antigène est absolument conservée. Est-ce que c'est qu'il y a une expression différentielle des récepteurs activateurs inhibiteurs pour les IgG? On les a regardés, vous voyez là encore, pas de significativité, il n'y a pas de P, tout le monde est pareil. Et lorsqu'on co-engage ces récepteurs avec les récepteurs pour les IgE par les systèmes que je vous ai décrits, pardon, je suis allé trop vite, eh bien, on a exactement les mêmes niveaux d'inhibition. Et la conclusion, c'est que ni l'expression, ni le fonctionnement des récepteurs pour les IgG n'est altéré chez ces patients. Alors on peut dire c'est extrêmement décevant parce que finalement, ça ne nous dit rien de l'étiologie de l'allergie. Oui, mais ça nous dit beaucoup sur la capacité d'action. Parce que ça veut dire que toutes ces approches d'immunothérapie qui sont mises en œuvre actuellement, pour essayer d'utiliser cette régulation négative pour traiter les gens, eh bien, il est évident que si cette régulation négative n'avait pas été bonne, n'avait pas été fonctionnelle chez les allergiques, on n'aurait pas pu utiliser cette chose-là. Donc ça laisse ouverte la porte à une intervention par immunothérapie chez les allergiques. Et puis, on ne s'est pas terminé malgré tout de dire des choses par rapport à l'étiologie, par rapport au mécanisme, parce que moi je sais bien que les accidents de voiture qui sont dus au fait que les freins ont lâché sont extrêmement rares par rapport aux accidents de voiture qui sont dus au fait que le conducteur n'a pas freiné à temps. Si j'ai encore 5 minutes, un petit peu de temps, je voudrais vous raconter une histoire qui est soumise actuellement, j'attends anxieusement la réponse, et qui est ce que j'appelle la transinhibition. Et que je crois, que je trouve formidable, qui m'a beaucoup amusé. On part de cette notion-là. Un patient allergique, là encore, de la même façon qu'il n'y a pas que les IgE, il y a les IgG, etc., c'est plus compliqué. Un patient allergique, en général, il n'est pas sensible à un allergène. Il est souvent sensible à plusieurs allergènes. Regardez celui-là, il répond ici à je ne sais combien d'allergènes lorsqu'on lui fait des prick tests contre toutes sortes de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans son sérum, il y a des IgE contre ces différents allergènes, contre plusieurs allergènes, qui vont être fixés sur les basophiles et les mastocytes, récepteurs de forte affinité, et qui n'attendent que de venir se faire engager par l'antigène. Quand un antigène à l'allergène donné arrive, il va engager les récepteurs qui ont la bonne spécificité, donc il va faire une sous-population de récepteurs qui va être mise en route, puis il y a les autres qui ne sont pas mis en route avec. S'il y a les deux antigènes en même temps, les deux allergènes en même temps, il va y avoir deux populations d'IgE qui vont ségréger à la surface de la cellule si les deux allergènes ne donnent pas de réactivité croisée. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux choses-là? Et on a voulu mimer cette situation-là en prenant des mastocytes de souris et en leur mettant sur la tête deux IgE qui ne croisent pas, qui peuvent être engagés indépendamment. L'une est une IgE de rat
qu'on peut reconnaître avec des anticorps de souris, anti-RA, peu importe, et l'autre est une IgE de souris qui reconnaît un antigène, qui reconnaît du INP. Alors, lorsqu'on vient ici avec des fragments FAB'2 qui agrègent ces IgE de RA ici, on a une jolie... Alors, on sensibilise les mastocytes avec le mélange des deux IgE. Lorsqu'on vient avec un ligand de cet IgE de RA ici, on a la jolie courbe dose-réponse avec l'inhibition en excès que vous connaissez bien maintenant. Cette activation de ces récepteurs-là n'affecte en rien ces récepteurs ici, parce que si on regarde, lorsqu'on engage ces récepteurs-là, très vite ils sont internalisés et ils disparaissent de la surface de la cellule. Et vous voyez qu'effectivement, lorsqu'on vient ici avec ceci, et lorsqu'on suit après avec un fluorochrome qui va être accroché à un anticorps anti-immunoglobuline de RA, on voit qu'effectivement, on a fait tomber l'expression de ces récepteurs qui possèdent une IgE de RA dessus. Par contre, on n'a absolument pas touché à l'IgE de souris qu'il y a sur les mêmes cellules. Si maintenant on vient avec non plus un fragment FAB'2, mais l'IgG intact qui va co-engager les récepteurs pour les IgG qu'il y a sur cette cellule, et vous voyez qu'on inhibe complètement la réponse. Alors pourquoi est-ce qu'on inhibe complètement? Parce que pour rendre les choses un peu plus simples, et vous allez voir que ce n'est pas un problème, on a utilisé dans cette expérience des souris qui n'ont que des récepteurs pour les IgG inhibiteurs. On a pris des knock-out récepteurs Fc gamma 3 activateurs qui n'ont pas de ces récepteurs. Donc le seul récepteur pour les IgG, c'est les inhibiteurs. Donc inhibition absolue ici. Si on fait l'expérience inverse, maintenant on vient avec l'antigène qui est reconnu par cette IgE, on a aussi une jolie courbe d'activation des cellules. Très bien. Mais si maintenant, et c'est là l'expérience, si on fait les deux ensemble, c'est-à-dire que si on vient ici avec, j'ai oublié de montrer ici, pardon, que ceci fait internaliser ces récepteurs-là, mais pas ceux-là. Si maintenant on fait ensemble ça qui coagrège tout ça et ça qui ne coagrège les IgE, regardez la réponse. Donc de façon tout à fait surprenante, on a non seulement 6 inhibés les récepteurs qui étaient dans le même signalosome, qui étaient dans le même agrégat, mais on a aussi transinhibé les récepteurs qui étaient agrégés indépendamment sur la même cellule. Alors ceci est bien dû au fait qu'on a co-engagé ce récepteur-là, parce que si on fait la même expérience avec des fragments FAB'2, ça plus ça, on n'a plus du tout d'inhibition. Et puis, je vous ai dit qu'on a fait cela dans des souris qui sont RFC gamma 3 déficientes. Voilà une autre expérience qui montre la même chose. Si on fait la même chose, mais dans une souris qui est maintenant déficiente en récepteurs pour les IgG complètement, il n'y a plus du tout d'inhibition. On n'a plus de récepteurs pour inhibiteurs, bien sûr. Mais la chose vraiment plus intéressante, c'est que si on fait ça dans une souris qui est wild type, c'est-à-dire qu'il y a les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs, et chez la souris, les récepteurs Fc gamma 3 activateurs sont extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que sur les basophiles humains, les récepteurs Fc gamma 2A. Donc, lorsqu'on fait cela, eh bien, malgré tout, l'inhibition est extrêmement dominante. Donc, ça marche aussi chez les souris normales, qui ne sont pas des souris génétiquement modifiées. L'autre point, c'est que si on s'amuse là encore à faire une hyperagrégation des récepteurs pour les IgE, ce qui induit cette auto-inhibition du récepteur. Et si on regarde le récepteur d'à côté qui, lui, n'a pas été engagé par un excès d'antigène, eh bien, en fait, voilà le système expérimental, vous voyez qu'on induit aussi cette transinhibition. C'est-à-dire que cette auto-inhibition qui inhibait ça va aussi inhiber ça. Évidemment, la question qui se pose, c'est vrai chez la souris, est-ce que c'est vrai chez l'homme? Je vais le faire assez vite parce que vous allez voir que c'est vrai. On a les deux systèmes que je vous ai montrés tout à l'heure. On co-agrège ici les récepteurs pour les IgE aux récepteurs pour les IgG. On inhibe cette réponse. La transinhibition va d'ici à là. On fait la même chose ici avec le même système, sauf que c'est ce récepteur-là maintenant qu'on co-engage avec les récepteurs pour les IgE. Donc c'est cette réponse-là qu'on va inhiber. Et maintenant, vous voyez ici qu'on a exactement la même transinhibition. Même chose si on cherche à faire de l'hyperagrégation de ce récepteur ici. On regarde la réponse de cela. Et la réponse ici va faire que oui, ça est transinhibe de la même façon. Donc c'est vraiment un phénomène qui existe chez la souris, qui existe chez l'homme, qui existe dans les différentes situations. Alors on se demande comment ça marche, et sans rentrer là encore dans les systèmes de signalisation, je voudrais quand même vous montrer une chose simple. On a comparé 4 situations, des cellules qui sont doublement sensibilisées, les deux IgE, qui ne sont pas stimulées, qui sont stimulées avec seulement l'antigène, avec seulement l'autre IgE, avec les MAR, l'autre système, et quand on met les deux ensemble, ce qui fait la transinhibition. Autrement dit, on a ici rien, activation, cis-inhibition, transinhibition.
Alors, là encore, je vais à vite. Vous voyez ici que si on regarde tout le début ici, les événements de phosphorylation induits, vous voyez que dès qu'on met de l'antigène, ça devient noir. Et ensuite, on voit ici que rien n'est inhibé et que si on voit quoi que ce soit, c'est plutôt une augmentation qu'une inhibition. Par contre, si on regarde ce qu'il y a par la suite, la réponse anti-apoptotique AKT ici, le calcium, les MAP kinases ERK, P38, JNK et NF-kappa B, vous voyez ici que c'est profondément inhibé dès qu'on a co-agrégé au récepteur pour les IgG. Autrement dit, la transinhibition ne fait rien sur les événements qui démarrent jusque-là, sur les événements initiaux de la signalisation. Par contre, les événements tardifs sont tous éteints et sont altérés. Alors bien entendu, on a regardé SHIP, et bien entendu, SHIP est phosphorylé dans la transinhibition comme dans la cisinhibition, et surtout, la transinhibition qu'on voit ici dans des souris wild type, vous voyez ici la réponse et la transinhibition, vous voyez que dans des souris qui sont SHIP déficientes, non seulement il n'y a plus d'inhibition, mais ça va au plafond, et bien entendu, cette réponse-là, elle est augmentée. Je vous ai déjà dit que les réponses sont augmentées en absence de SHIP. Donc c'est bien SHIP dépendant. Et lorsqu'on regarde les événements de signalisation, c'est pareil. Vous voyez ici que tous ces événements qui sont inhibés dans cette partie gauche ici sont tout sauf inhibés ici, dans la partie droite, c'est-à-dire là où il y a une déficience en SHIP, c'est-à-dire en absence de cette phosphatase. Le dernier point qui me semble extrêmement important, c'est celui-là. C'est que si on mesure la quantité globale de phosphatidylinositol 3, 4, 5 triphosphate, le fameux PIP3 qui recrutait toutes ces molécules à domaine pH, si on mesure cette fois-ci, parce qu'on ne sait pas faire autrement, si on mesure la quantité globale de PIP3 dans la cellule, on se rend compte qu'elle est ici en position basale. Lorsqu'on stimule avec l'antigène, elle monte. Mais dès qu'on fait de la cis ou de la transinhibition, on retombe au plancher. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a complètement éteint la chose. Et en particulier ici, les récepteurs activateurs qui sont co-engagés, tout ça, pareil, ils ne sont pas capables de faire remonter le système. C'est ce qui explique pourquoi, dans les souris wild type, il y a toujours une aussi bonne inhibition. Alors, si on essaye de regarder, de mettre ça en image pour essayer de comprendre ce qui se passe, on a donc les deux paquets de récepteurs, les récepteurs pour les IgE qui sont co-engagés aux récepteurs inhibiteurs, et puis les récepteurs pour les IgE qui sont simplement agrégés entre eux. On a ici un signalosome inhibiteur qui va se constituer ici, alors qu'ici on a un signalosome activateur. Pourquoi? Parce qu'ici il va y avoir SHIP qui va être recruté par son domaine SH2, et ici il va boulotter le PIP3, et comme il n'y a plus de PIP3, il va fabriquer la cis-inhibition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sauf que, et je n'ai pas le temps de vous raconter les expériences qui nous permettent d'arriver à cette conclusion-là, le PIP3 c'est un phospholipide qui est dans la membrane, et la membrane c'est des lipides. Et à 37 degrés, les lipides, c'est mou, c'est fluide. Et du PIP3 dans la membrane, ça bouge tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que ce PIP3 qui est fabriqué ici, il ne reste pas là, il va se balader dans la cellule. Et lorsqu'il va se balader dans la cellule, là où il va passer, là où il y a du SHIP, il va se faire dégrader. Donc c'est la façon dont, finalement, le PIP3 va trouver son enzyme, c'est-à-dire là encore, l'enzyme va trouver son substrat. Et lorsque ceci s'est produit, eh bien ceci va rendre compte de la transinhibition. Oui, mais puisqu'il n'y a plus du tout de PIP3 dans la cellule, alors qu'il y a des tas d'autres récepteurs qui continuent de fonctionner dans la cellule et qui utilisent la PI3 kinase, est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui permettrait d'induire, de faire en sorte, pour expliquer qu'il n'y a plus du tout de PIP3 dans la cellule, ça veut dire que n'importe quel autre récepteur dans la cellule qui continue à fabriquer du PIP3 et qui, lui, n'est pas impliqué dans la réponse, eh bien, son PIP3, il va se faire dégrader au fur et à mesure qu'il va passer devant le SHIP recruté là. Donc la question, c'est, est-ce que tout ceci ne va pas induire une anergie globale de la cellule? Alors, on peut commencer à regarder des petites choses. On a regardé, si on fait ici cette coligation ici, est-ce que ça inhibe la prolifération qui est des mastocytes induite par le stem cell factor qui engage un récepteur tyrosine kinase qui s'appelle KIT? La réponse est oui. Si on fait la même chose avec ici attendez, j'ai oublié, j'ai été trop vite ici. Si on fait la même chose ici si on fait la même chose ici, on coagrège ici le récepteur pour les IgE, récepteur pour les IgG. Et vous voyez ici que la prolifération qui est induite par une cytokine comme l'IL3, elle va être diminuée, pas de façon impressionnante, mais elle va être diminuée de façon significative. De la même façon, elle va diminuer la prolifération qui est induite par le stem cell factor via KIT. Et si on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire si maintenant on co-engage le récepteur inhibiteur et KIT,
Est-ce que ceci va inhiber la réaction induite par le récepteur pour les IgE? Ben, la réponse est oui. Chez le sauvage ici, mais pas chez la souris qui est RFC gamma 2B déficiente. Autrement dit, c'est un système qui n'est pas du tout spécifique au récepteur pour les IgE, ni dans l'inducteur, ni dans la cible, si je peux dire. Ni le récepteur qui induit, ni le récepteur qui est la cible. Alors on est arrivé ici, et ce sera mon dernier point, on est arrivé ici, on étudie à ce moment-là un mastocytome, c'est-à-dire une tumeur, qui est un mastocyte de souris, une tumeur mastocytaire de la souris, qui s'appelle MMC1, qui possède des récepteurs activateurs pour les IgG, des récepteurs activateurs pour les IgG, inhibiteurs pour les IgG, KIT, mais qui ne possède pas des récepteurs pour les IgE, comme pratiquement tous les mastocytomes. Et puis, on croyait que ce mastocytome, il proliférait parce que KIT avait une mutation comme tous les mastocytomes. On a séquencé KIT, il n'y a pas de mutation. Or, on s'est rendu compte, ou plus exactement Patrice Dubreuil à Marseille, à qui on a envoyé les cellules, nous a expliqué, tes cellules, elles sont bizarres parce qu'elles expriment un oncogène qui est l'oncogène ABL, l'oncogène VABL, qui est dans ces cellules. Et cet oncogène, il est constitutivement phosphorylé. Et sa phosphorylation, elle est inhibable par du Gleevec. D'ailleurs, sa phosphorylation est inhibable par du Gleevec, mais aussi sa prolifération est extrêmement inhibable par du Gleevec. Donc on a ici un mastocytome qui prolifère tout seul parce qu'il a un oncogène viral qui l'active et qui le fait proliférer tout seul. Alors qu'est-ce qui se passe si on coagrège les récepteurs activateurs et inhibiteurs ici pour les IgG? Vous voyez que le nombre de cellules ici est inhibé, ça dépend du récepteur inhibiteur parce que si on le bloque et si on lève la chose, et ça c'est l'incorporation de thymidine, et le nombre de cellules qui est là est d'inhiber aussi in vitro. Donc on bloque la prolifération in vitro de ce mastocytome. Et si ce mastocytome, on l'incube pendant un quart d'heure avec ces immuns complexes-là, puis qu'on l'injecte à des souris, eh bien on l'injecte à des souris, on voyait ici que des souris qui n'ont pas vu les immuns complexes, on est obligé de les tuer au bout de 15 jours parce que la tumeur a poussé et a fait une énorme tumeur. Chez les souris qui ont vu les immuns complexes, la tumeur ne pousse pas. Et on a des tas de contrôles que je ne peux pas vous montrer ici, qui montrent que ce n'est pas dû à de la DCC ou à des anticorps qu'il y a dessus. Donc je voudrais conclure maintenant, tirer quelques grandes lignes de ce que je vous ai raconté tout à l'heure. J'aurais pu en choisir d'autres peut-être, mais c'est celle que j'ai privilégiée. D'abord, les anticorps ne font rien tout seuls. Les anticorps n'ont pas d'activité biologique. C'est peut-être pas sans intérêt par rapport aux discussions que j'ai entendues tout à l'heure à propos des B qui produisent des auto-anticorps et il n'y a pas forcément de la pathologie. Donc je pense que c'est une façon peut-être aussi de réguler des choses. Un anticorps à soi seul, ça ne fait rien et ce qui va se passer, c'est la façon dont ça met en route des tas d'autres choses et en particulier les cellules. Ces cellules, ce n'est pas n'importe quoi, c'est préférentiellement de loin les cellules myéloïdes qui sont évidemment extrêmement nombreuses partout dans l'organisme. Et ça nous permet de dire une chose rigolote quand même. C'est que en engageant les récepteurs FC de ces cellules, les anticorps vont enrôler les cellules qui sont typiquement les cellules effectrices de l'immunité innée dans l'immunité adaptative. Autrement dit, les cellules effectrices de l'immunité qui dépendent des anticorps, ce n'est pas les lymphocytes T-cytotoxiques par exemple, mais les cellules qui dépendent de l'immunité par les anticorps, l'immunité adaptative, ce sont les cellules de l'immunité innée, c'est-à-dire qu'elles servent aux deux. Elles n'ont pas de récepteur pour l'antigène, elles en acquièrent un. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, pas besoin d'en faire tout un plat, les récepteurs, il y a les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs. Que ces récepteurs activateurs, ce n'est pas si simple que ça, ils ne font pas que de l'activation, ils font aussi de l'inhibition. Mais de tous les cas, finalement, ils sont co-engagés et ils fabriquent un mélange de signaux positifs et signaux négatifs qui contrôlent la réponse cellulaire, cette balance, on parlait de Claude Bernard tout à l'heure, l'homéostasie n'est pas loin. Et la chose qui me semble intéressante, c'est que cette capacité de signalisation est positive et négative, mais on ne voit pas de différence quand on compare des basophiles de sujets allergiques et quand on compare des basophiles de sujets normaux. Le dernier point, c'est évidemment que les récepteurs FC, ITIM en premier lieu, les inhibiteurs, mais pas seulement, vous avez vu l'excès d'agrégation des récepteurs ITAM, les récepteurs pour les IgE, peuvent induire une transinhibition qui peut affecter de façon profonde les récepteurs qui sont engagés indépendamment sur la même cellule, les récepteurs qui utilisent le PIP3 pour fabriquer
utilisent l'API3 kinase pour fabriquer du PIP3 et qui donc vont voir leurs effets d'activation contrôlés et inhibés par ce système d'inhibition. Et ceci peut affecter jusqu'à des proliférations cellulaires. Et évidemment, le dernier point qui me semble important, c'est que comprendre ce qui se passe, c'est quelque chose qui me semble complètement nécessaire, évidemment, si on veut essayer de fabriquer de nouveaux anticorps thérapeutiques, c'est de comprendre comment, cesser de penser qu'un anticorps, c'est juste une machine à tuer, on ne sait pas comment d'ailleurs, mais c'est juste une machine à exclure. C'est bien plus subtil que ça. Et on peut lui faire certainement beaucoup d'autres choses que simplement exclure. Et probablement aussi fabriquer de nouveaux vaccins, parce que moi je trouve ça extrêmement impressionnant quand même, le fait que tous les vaccins qui marchent, à l'exception du BCG, et ils ne marchent pas si bien que ça, tous les vaccins qui marchent parce qu'ils fabriquent des IgG et ils fabriquent des anticorps. Seulement on n'a aucune idée. La classe, le récepteur, la cellule, le mécanisme, l'endroit, on ne sait absolument pas comment ça marche. Et il me semble que là, il y a un travail absolument considérable à faire si on veut réellement se mettre à fabriquer des vaccins efficaces. Je vous remercie, je suis désolé, j'ai débordé de mon temps.